Je vous remercie en tous les cas pour m'expliquer évidemment sur le sujet qui nous préoccupe ici et pour lequel j'avais fait une petite vidéo. Je dois vous avouer que quand j'ai tourné cette vidéo, c'était un homme en colère qui parlait. Parce que, comme le titre le dit, certains politiciens belges semeurs de troubles dans l'Afrique des Grands Lacs, ce n'est pas une nouveauté. Ça a commencé il y a très longtemps. Tout commence en fait au moment du partage de l'Afrique en 1884-1885 lors de la conférence de Berlin, où ce partage de l'Afrique est fait en dépit du bon sens, sans consultation des populations concernées, que l'on a à maints endroits divisées en 2 ou en 3 et à qui on a donné des nationalités différentes. Ça commence à ce moment-là, et quand vous voyez un petit peu l'histoire qui s'en est suivie, rien n'a jamais été fait pour régler ce problème. On a fait qu'augmenter et additionner d'autres problèmes. Quand on voit par exemple dans les années 50, quand pour des raisons purement politiques, on ne veut pas continuer à traiter avec les gens qui étaient au pouvoir à l'époque au Burundi et au Rwanda, et qu'on décide tout simplement de changer du jour au lendemain d'alliance, il y avait un processus très simple qui était des élections. Il suffisait d'amener les gens aux élections dans la paix. Non, ils ont été les instigateurs, les fomenteurs de troubles, et ça s'est terminé dans un bain de sang. Et l'accumulation de toutes les bêtises qui ont été faites par les politiciens de l'époque, qui s'imaginaient toujours qu'ils avaient affaire à des pauvres petits Africains qui ne comprenaient rien à rien ou que l'on considérait comme moins que rien, on se retrouve avec ce qui s'est passé en 1994 et le bain de sang qui s'en est suivi. Quand je dis, et j'insiste, des politiciens belges semeurs de troubles, les leçons de 1994 n'ont même pas été retenues. On refait les mêmes bêtises aujourd'hui. On se retrouve avec des politiciens qui ne veulent pas entendre le point de vue de l'autre, qui veulent régler le problème à leur manière. En fait, pour en revenir un petit peu au sujet de ma colère, c'est les raisons qui sont invoquées par notre diplomatie belge, à savoir la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et à ça ils ont rajouté une possible déstabilisation de la région. Le tout au nom d'un pseudo-droit international. Alors c'est vrai, si on parle de droit international, il faut s'y tenir et non pas invoquer un droit international à 2 vitesses. Souvenez-vous, il y a 31 ans, à Kitshukiro, à l'école technique officielle, et Torancy, un peu avant le 6 avril, il y avait 500 personnes réfugiées dans l'enceinte
de l'école, école qui était gardée par les militaires belges. Et quand au 6 avril, au soir, l'avion présidentiel rwandais est abattu par 2 missiles, quand démarre le génocide des Tutsis, il y a 1500 personnes qui, le mercredi soir, le jeudi et le vendredi et le samedi, sont accourues dans l'enceinte de l'Étau pour venir trouver refuge et protection auprès des militaires belges. Et notre gouvernement de l'époque, qui était tenu d'appliquer le droit international, a donné l'ordre à nos militaires belges d'abandonner ces 2000 personnes à leurs génocidaires. Et qui a cherché à sanctionner la Belgique pour ce droit international qu'elle évoque aujourd'hui, qu'elle n'appliquait pas il y a 31 ans, et pour lequel elle n'a jamais été condamnée. Dans vos écrits, vous évoquez aussi de troubles dans l'Afrique des Grands Lacs. Vous pouvez nous expliquer ça? L'Afrique des Grands Lacs ne se résume pas seulement au Rwanda. L'Afrique des Grands Lacs, c'est l'est de la République démocratique du Congo, c'est une partie de l'Ouganda, c'est le Rwanda, c'est le Burundi. Et il faut savoir que une bonne partie du Nord Kivu était anciennement une partie de l'actuel Congo qui faisait partie du Grand Rwanda. Et les populations qui se trouvent justement dans cette partie-là du Congo sont appelées rwandophones. Et lorsqu'en 1994, les génocidaires, dans leur fuite, se sont retrouvés au Congo, armés, ils ont commencé une chasse aux Tutsis dans le sud Kivu, dans le nord Kivu. Ils ont tué des milliers de personnes. Et leur action ne peut pas être vue autrement que sous l'angle du génocide. C'était la prolongation du génocide qui venait de se perpétrer au Rwanda et qui a fait plus d'1 million de morts. Qui, à ce moment-là, s'est indigné et a fait preuve de diplomatie auprès de Kinshasa pour que ces massacres s'arrêtent. Personne. Et ça, c'est également une partie de ma colère, parce que pendant quelques jours, j'ai hésité à mettre certaines images. Il existe des images des génocidaires qui ont mis le feu à des villages et qui, face à la caméra, parce qu'ils se filment en plus, se vantent de leur forfait. Il existe des vidéos où on voit ces génocidaires en train de tuer des vaches à la Kalachnikov en vidant
un chargeur entier sur une ou deux vaches pour le plaisir de tuer. Alors, on en revient à la même question. Qui déstabilise qui? Et quand des gens qui ont subi tous ces méfaits s'insurgent, se mobilisent et se défendent, on les traite d'envahisseurs. Je vais vous donner un autre exemple. Le 20 mars dernier, les ambassadeurs francophones à Kinshasa ont fait un communiqué commun et dans lequel, notamment, ils demandent que le M23 se retire de toutes les zones occupées illégalement. Alors je vous pose la question, des gens qui sont chez eux, s'ils doivent quitter chez eux, ils vont aller où? La question est posée. Alors, Jean-Pierre, pour terminer, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Bon, je voudrais simplement dire ceci, c'est que, en tant que Belge, qui ai travaillé au Burundi, au Rwanda, au Congo, je voudrais que ma démarche serve pour les générations suivantes, parce que si je me tais aujourd'hui et ne dénonce pas les inepties de nos politiques, ça voudrait dire que je renonce à mon idéal. Merci beaucoup.